Marseille, dont on attend toujours la date officielle. Arthur Herlin, partagez aussi la photo de la dépouille. C'est vraiment la manière de faire du Vatican, mais aussi du pape François, qui a d'ailleurs choisi jusqu'au moindre détail de ce cercueil. Oui, tout à fait. Là, ce qui frappe immédiatement, c'est que c'est très sobre. C'est un catafalque dépourvu de fleurs, dépourvu de tissus, comme on pouvait le voir chez ses prédécesseurs. Le corps est dans le cercueil, il n'est pas exposé, donc on le voit assez peu. C'est très discret, c'est à son image. Et on va partir sur le terrain avant de vous entendre également Cyprien Viette, parce que je voudrais que vous puissiez voir tous ceux qui sont avec nous sur le terrain pour BFM TV, non seulement ici à Rome, place Saint-Pierre bien sûr, où il y a particulièrement d'émotions, mais on sera aussi dans un instant devant la basilique Sainte-Marie-Majeure avec Marie Gentric, parce que c'est un des lieux chers au cœur du pape, et c'est là qu'il a choisi d'être enterré. On sera aussi à Marseille, parce que Marseille pleure particulièrement le pape. On ira même jusqu'en Corse, puisque c'est là que le dernier voyage du pape en France a eu lieu. Mais je voudrais d'abord que l'on parte juste à la porte de Pietrano. La porte de Pietrano, c'est évidemment au Vatican, et c'est là que vous vous trouvez, Pierre Barbin, parce que au moment où l'on se parle, il est 9h03, depuis 3 minutes, donc les cardinaux qui ont tous convergé et qui convergent en ce moment vers Rome se réunissent. Oui, pour la première congrégation générale, on a vu une petite dizaine de cardinaux arriver il y a près d'une demi-heure maintenant au compte-gouttes. Ils sont tous arrivés. Certains ont dit quelques mots, ont transmis leur émotion après la mort du pape hier matin. Il y avait donc beaucoup d'émotions dans leur voix. Ils sont donc réunis ici par cette porte du Petriano que vous voyez derrière moi. Il y a aussi les brigadiers suisses dans leur costume, leur habit traditionnel qui gardent cette porte. Et donc ces cardinaux se sont rejoints, ont été convoqués dès 9h ce matin pour cette congrégation générale. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à éclaircir dans cette congrégation, notamment la dépouille qui va être, vous l'avez dit, présentée dès demain matin, sans doute à la basilique Saint-Pierre, aux milliers de fidèles qui voudront rendre un dernier hommage au pape François. Mais il y a aussi et surtout la date de ces obsèques. On ne sait pas encore quand ça aura lieu. Selon les règles du Saint-Siège, ça doit avoir lieu théoriquement en fin de semaine, vendredi ou samedi, mais ça peut aussi avoir lieu lundi, donc en début de semaine prochaine. Il y aura une date, il devrait y avoir une date qui sera communiquée à l'issue de cette congrégation générale par le Vatican. Merci Pierre. Je voudrais précisément qu'on revienne sur ce terme de congrégation. Cyprien Viette, on entend beaucoup depuis hier soir. En fait, dans les étapes qui vont jalonner les 3 semaines qui viennent, les congrégations, ce qui commence donc dès ce matin, c'est quoi? C'est une sorte de grande discussion des cardinaux. C'est un pré-conclave. Oui, en fait, tous les cardinaux, qu'ils soient à Rome ou au bout du monde, sont tenus de se rassembler au Vatican juste après la mort du pape. Donc ceux qui viennent de loin ne sont pas encore arrivés. Par contre, ceux qui étaient déjà à Rome sont arrivés ce matin. Ils sont quelques dizaines. Évidemment, on n'a pas encore les effectifs complets, mais la machine se met déjà en route avec cette première réunion dont le premier objectif, comme votre journaliste l'a dit, sera de fixer la date des obsèques et les différents rites qui vont se produire. La probabilité des obsèques samedi est liée au fait de laisser le maximum de personnes prier à la basilique Saint-Pierre devant la dépouille du pape. S'il y a 3 journées pour ça, ça permet d'écluser la foule plus facilement. Mais ça peut être vendredi effectivement aussi. Donc ça, ils vont fixer un peu Et le ça calendrier. commence alors même que ceux qui arrivent de très loin en sont simplement au début de leur périple. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où les cardinaux arrivent, on élargit les discussions, mais dès maintenant, on commence à parler avec cette question, c'est où en est l'Église aujourd'hui? C'est vraiment ça qui est au cœur des discussions. Pas tout à fait, pas maintenant. Là, Pas on est encore. vraiment dans des questions opérationnelles, logistiques. Et c'est lorsque tous les cardinaux seront présents, seront réunis. Voilà, on attend que ceux qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du bout du monde, d'Amérique du Sud, etc., débarquent. Et on pense que peut-être en début de semaine prochaine, là, les congrégations seront complètes. Enfin, les cardinaux seront tous présents. Et là, on démarrera des sessions de débat où chacun leur tour, ils prendront la parole. Et c'est d'ailleurs là, en 2013, que le pape François lui-même s'était révélé. Donc c'est un moment vraiment charnière. Pour préparer le conclave. À la rencontre de Marie Gentric qui est devant la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est là que le pape a demandé à être enterré. Et précisément, le calendrier, on évoquait à l'instant la fin de la semaine, peut-être vendredi, samedi, voire même lundi.
Exactement, je pense qu'on peut dire qu'il y a 3 dates clés à retenir. La première, c'est la journée de demain, puisque vous l'avez dit, dès demain matin, le corps du pape François devrait être exposé à la basilique Saint-Pierre. La deuxième date clé, c'est celle de ses funérailles. Effectivement, ce sera soit vendredi, soit samedi, soit peut-être lundi. Ce que l'on sait, c'est que les cardinaux sont en train de décider en ce moment même du jour exact. Et ce que l'on sait également, eh bien, c'est le lieu où sera enterré le pape François. Il ne sera pas enterré au Vatican, il sera enterré ici, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, que vous voyez juste derrière moi. C'est un lieu où il venait souvent se recueillir avant et après ses voyages, parce qu'il était particulièrement attaché à la figure de la Vierge Marie. Alors il faut dire que 7 papes ont déjà été inhumés ici, mais pour le dernier c'était en 1669. L'inhumation du pape François ici, ce sera donc une première en plus de 3 siècles. Et puis enfin, la troisième grande date à retenir, c'est celle du conclave, qui devrait a priori se dérouler début mai, puisque c'est entre 15 et 20 jours après la mort du pape. Là aussi ce sera un moment clé, puisque ce sera le moment lors duquel les cardinaux choisiront le successeur du pape François. Merci Marie Gentric. Pourquoi cette basilique-là, et pourquoi chaque choix? C'est-à-dire que depuis hier, le testament du pape nous a été partagé par l'Église, qui vraiment a donné ses toutes dernières instructions, son rapport y compris à la souffrance, à la fin de sa vie, aux tout derniers instants, mais aussi les choix du lieu, de la cérémonie. La simplicité, c'est ça le mot? Oui, vraiment, il exprime, son testament est centré là-dessus, sur ses obsèques et là où il veut être enterré. Le pape François l'a toujours dit, de toute façon, il a commencé son pontificat comme ça, il veut être dans la sobriété, dans la simplicité, il ne veut pas être au-dessus de n'importe quel chrétien finalement qui mourrait lors de sa propre mort et lors de ses propres funérailles. Il se doute bien qu'il n'aura pas des funérailles ordinaires. En revanche, dans son inhumation, il l'a toujours souhaité. Il avait pris son testament qu'il a écrit en 2022. Donc déjà, il y a 3 ans, il avait pris ses dispositions. Il avait vérifié que c'était possible qu'il soit enterré à Sainte-Marie-Majeure. Tout était prêt et il veut que ce soit très sobre, avec juste marqué Franciscus sur sa pierre tombale. Vraiment d'une sobriété et d'une simplicité. Il a allégé les rites funéraires. D'habitude, les papes sont enterrés dans plusieurs cercueils. Enfin, vraiment, il a tout allégé, tout simplifié, pour se mettre plus en adéquation avec les autres fidèles. Et puisque vous parlez du cercueil, je voudrais qu'on prenne le temps de revoir cette image qui nous a donc été donnée par le Vatican ce matin. Regardez, L'image on du voit le corps cercueil du pape François ouvert. Le pape François qui repose donc dans ce cercueil. Quels sont On voit les le corps habits du qu'il pape. a choisi? Parce que ça aussi, c'est codifié. Hein. Je dois dire que je m'attendais à ce qu'il soit seulement revêtu d'une soutane blanche. Il me semblait qu'il avait voulu ça dans sa biographie, Esper, là, qui était sortie au mois de janvier. Mais il y a des choses auxquelles même le pape ne peut pas s'opposer. On lui a aussi remis des ornements liturgiques C'est quoi les ornements liturgiques? Alors il y a la mosette, il me semble. Les ornements liturgiques, c'est ce qui l'accompagne dans le fait de dire la messe? Non, pas nécessairement. C'est ce qui vont aussi caractériser, manifester sa charge pontificale de vicaire du Christ également et d'évêque de Rome. Donc voilà, c'est des attributs. Il y a par exemple le pallium aussi qui est un attribut qui Le pallium, c'est ce qui se met sur un tour de cou. Avec des croix noires. Il est en ce moment même dans son cercueil avec ses attributs. C'est très important. Le fait de partager ainsi l'image, pendant longtemps, il fallait en quelque sorte presque voler, alors je ne veux pas incriminer Paris Match, mais voler l'image d'un pape, de la dépouille du pape. Désormais, on est dans un moment d'image. On sait d'ailleurs que normalement demain devait avoir lieu la canonisation, enfin à la fin de cette semaine, la canonisation de ce jeune, presque de ce jeune geek de 15 ans, un jeune dans l'église qui est mort d'une leucémie et qui allait être fait saint par le pape François. Ça n'est que repoussé parce qu'il faut qu'un pape soit là pour canoniser, pour rendre saint quelqu'un qu'on a donc décidé de sanctifier. C'est aussi une église dans son temps. Oui, alors, je dirais que le pape François a assumé une vraie cohérence dans l'expression de sa vulnérabilité. Il a montré son corps souffrant encore le dimanche de Pâques. Il était vraiment épuisé, il s'est montré. Et le fait de voir le corps du pape mort aujourd'hui, c'est une extrême cohérence par rapport à tout son pontificat et tout son enseignement.
Sur la canonisation de Carlo Acutis, comme vous l'avez dit, elle est reportée. Mais là aussi, on a l'image d'un jeune homme dynamique qui est mort subitement et dont le corps est exposé à Assisi. Son corps est visible. Et c'est là où la religion catholique apporte quelque chose d'assez provoquant, d'assez troublant. C'est cette visibilité de la mort. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans la société contemporaine. Mais la religion catholique a ce rôle peut-être prophétique de montrer la mort, y compris la mort d'un chef d'État, en l'occurrence du pape, sans tabou. Mais c'est la même chose pour Jean-Paul II. Son corps avait été exposé aussi. Le corps de Benoît XVI a aussi été exposé. Ça s'inscrit dans la tradition papale. C'est pas une décision personnelle du pape François. Mais disons qu'on est là dans un axe de la religion catholique qui est intangible et qui traverse les siècles. Et puis pour certains fidèles, c'est très important. Je me suis rendue à Assise justement sur le tombeau de Carlo Acutis, où effectivement c'est un tombeau en verre où tout est visible. Son visage a été reconstitué. C'est assez impressionnant. Il est en habit d'ado, il est avec un jean, des baskets, un sweat à capuche, et on voit ce visage reconstitué. C'est très surprenant quand vous arrivez. Mais pour les fidèles que j'ai vus passer devant ce tombeau, eux avaient besoin, certains m'ont dit, j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de visualiser, voilà, un rapport presque charnel, de pouvoir presque le toucher finalement. Et puis il y avait cette volonté avec le pape François d'être au contact. Il y sera jusqu'au bout finalement au contact. Évidemment que les gens ne vont pas pouvoir toucher la dépouille du pape François, mais d'être au plus près de lui. Lui qui a commencé son pontificat comme ça, qui le termine comme ça, il a jusqu'au bout voulu être au contact de cette foule. On l'a vu, place Saint-Pierre, jusqu'au dernier moment dans sa papamobile, même épuisé, alors que les médecins lui avaient dit 2 mois de repos absolu. Bon, ça on y croyait moyennement aux 2 mois de repos absolu. Le cardinal Aveline lui-même le disait il y a quelques semaines, pour que le pape François se repose, il faut qu'il soit à l'hôpital. En dehors, il fait absolument ce qu'il veut. Et encore, même à l'hôpital, il continue à travailler. Mais il avait besoin d'aller au contact. C'était vraiment un pape de contact. Lui-même disait, je suis argentin, c'est ce qui me caractérise. Donc, finalement, jusqu'au bout, à quelques jours de ses obsèques, il sera au contact des fidèles. Et il y a ce rapport aussi très important de foi entre les fidèles et le pape François, et n'importe quelle mort dont ils ont besoin d'avoir ce rapport. Si on se projette justement sur ce qui va se passer, le corps que l'on voit, ces images donc du cercueil du pape François, au moment où l'on se parle, c'est, je le disais, à quelques encablures d'ici, dans la résidence Sainte-Marthe, où il vivait et où il est mort. Le cercueil va quitter la basilique, enfin la résidence Sainte-Marthe demain, direction Saint-Pierre de Rome. Et là, comment ça va se passer? Procession, recueillement? Ça sera effectivement décidé à la fois par les congrégations ce matin et puis en conformité avec les vœux du pape, qui ne sont pas tous partagés, tous révélés. On peut imaginer que ce sera une procession qui sortira, qui passera place Saint-Pierre. Ça peut aussi être une procession qui se dirige vers la basilique, à l'intérieur du Vatican, depuis la résidence Sainte-Marthe. Et dans ces cas-là, les fidèles ne le verront que dans la basilique. C'est à peu près à ce à quoi il faut s'attendre. J'imagine de toute façon qu'il y aura des images. Le Vatican communique aussi avec des images. Par exemple, lorsqu'il y aura le début du conclave, les images viendront du Vatican. Ils connaissent l'importance. Juste avant que les portes se referment, évidemment. À l'intérieur de ce huis clos dont on ne voit que la fumée qui sort. Si les images aussi sont diffusées maintenant avant que le corps soit exposé demain, c'est aussi pour que des images ne fuitent pas, comme ça a pu être le cas et que ça a pu d'ailleurs bénéficier à Paris Match dans les années 60, il me semble. Mais c'est aussi ça le but, hein, c'est de pouvoir contrôler l'image et la communication de cette période. On va évidemment partir en direction de Marseille dans un instant, parce que c'est aussi le paradoxe, et je voudrais qu'on y revienne quand même un instant. Bien sûr que on a envie de se dire que ce n'était qu'un homme d'unité, mais votre prédécesseur à ce micro, Jean-Marie Guénois, qui était mon invité ce matin, disait au fond, il laisse aussi une église clivée, une église divisée qu'il faudra réconcilier. Parce que certes, il s'est beaucoup adressé au reste du monde, mais parfois vexant presque l'église ici, à Rome, en Europe, faisant sciemment le choix d'aller à Marseille mais pas à Paris, presque pour vexer ou pour faire la leçon en quelque sorte. Est-ce qu'il y a de ça chez le pape François? C'est vrai que le pape François avait une personnalité brutale, on l'a vécu au Vatican, il donnait l'impression de ne pas aimer le Vatican. L'une des réalités qu'il aimait au Vatican, par exemple, c'était les gardes suisses. D'avoir des jeunes gars qui divisent leur salaire par 4 pour venir servir pendant 3 ans. Ça lui plaisait. Ça, il les aimait profondément, il les accompagnait personnellement. Quand il y en avait un qui se mariait, par exemple, il recevait avec sa fiancée pour avoir un dialogue personnel. Et ça, c'était un aspect très touchant du pape. Par contre, la machine administrative du Vatican, pour dire les choses vulgairement, ça l'emmerdait.
et il le faisait sentir. Et vraiment, il fallait que les réunions ça aille vite, il fallait que les saluts se fassent très vite, il fallait pas Et rentrer dans des abonnez-vous. discussions personnelles. Par exemple, sur son bureau, il y avait une pancarte où c'était écrit Vietato lamentarsi, interdit de se plaindre. Il ne supportait pas les râlements, l'esprit syndical, les réclamations sur les salaires, etc. Donc en interne au Vatican, il a été brutal. Et effectivement, il a été brutal aussi par rapport à l'Europe, par rapport à la France, comme Jean-Marie Guénois l'a dit. Par rapport à Mais- des questions aussi spirituelles, hein, Oui, sur les divorcés remariés. Oui, il avait des propos parfois choquants, mais il y avait aussi... Parfois qui ont pu choquer une partie de l'Église. Voilà, en fait, il y avait une dimension à la fois personnelle liée à l'Argentine, comme Jeanne l'a dit, un peu des blagues aussi parfois qui pouvaient être assez mal interprétées d'un point de vue européen, mais il y avait aussi, et c'est ce qu'il a toujours dit, la suite de Jésus. Jésus était provoquant, Jésus était violent parfois dans certains propos, il mettait ses disciples dans l'inconfort, et c'est aussi cette filiation-là que le pape François a voulu suivre. Vous l'avez absolument. souvent rencontré, Arthur Herlin, Ouais. vous avez voyagé avec lui, vous avez échangé avec lui, et vous me racontiez juste avant qu'on ne rentre sur ce plateau, combien il avait même un mot pour chacun. Il vous demandait des nouvelles de votre famille, même au milieu de la foule, il allait prendre le temps pour chacun. Il faut savoir qu'il avait chaque jour des audiences avec des communautés religieuses, avec des groupes de laïcs, etc. Parfois, il y avait 250 personnes. Il les saluait un par un au terme de l'audience, avec un petit mot, parfois un chapelet pour chacun, des bonbons pour les enfants quand ils étaient présents. Dans l'avion, quand on s'envolait, après le décollage, même en fauteuil roulant, il se levait dans les allées et il passait 20 secondes, 1 minute, 2 minutes avec chacun des journalistes. Ceux qu'il connaissait le plus, il leur demandait des nouvelles de leur famille, il recevait des présents, il avait toujours des blagues, il y avait des fous rires, il y avait toujours des éclats de rire pendant ces moments-là. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, toute sa personnalité se révélait. Si quelqu'un annonçait son mariage, un anniversaire, etc., il voulait tout de suite marquer le coup. Il appelait ses secrétaires pour avoir des chapelets particuliers dans une jolie boîte à donner. Enfin voilà, c'était ça. Je voudrais qu'on parte à Marseille, parce qu'effectivement, je le disais, il n'est certes pas venu à Paris, mais il a été à Marseille, et ce moment extrêmement fort de la messe au milieu du Vélodrome, Alexis Puyette, les Marseillais pleurent le pape. Oui, absolument. Il y avait beaucoup d'émotions hier et encore aujourd'hui. Hier, dans un premier temps, d'abord à Notre-Dame-de-la-Garde, vers 11h, il y avait une messe de Pâques et beaucoup de touristes très tristes qui avaient décidé de faire un crochet pour rendre hommage au pape François. Et puis, dans un second temps, pour la messe d'hommage, ici, à la cathédrale de la Major, avec beaucoup de Marseillais qui se sont souvenus, évidemment, de cette visite du pape François en septembre 2023 à Marseille, notamment cette ferveur au stade Vélodrome. Il est venu à nous, on est venu à lui aujourd'hui. Voilà ce que disaient certains Marseillais hier, très émus, très touchés par la disparition du pape. Une messe présidée par le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, qui avait beaucoup œuvré pour la venue du pape à Marseille. Merci Alexis. Le cardinal Aveline, un personnage, une figure même clé. Un personnage important. Ça a été aussi un personnage important même dans la vie du pape François, c'est-à-dire que ces dernières années, c'était quelqu'un qui pouvait avoir l'oreille du pape François, avec qui il parlait. Il avait d'ailleurs le cardinal Aveline, lapsus, le cardinal Aveline Vous avez dit avait... le pape Aveline. Et j'entendais à l'instant votre voisin Arthur Herlin qui disait papabilé. Donc Éventuellement, il fait partie de ces noms qui circulent. Alors après, le problème, c'est qu'il y a toujours beaucoup de pronostics qui sont faits. Ils sont rarement bons. Mais c'est vrai que le cardinal Aveline, en tout cas, fait partie de ceux qui s'inscrivent dans la lignée du pape François. Ils se sont retrouvés, ces deux hommes, sur beaucoup de sujets. Il disait qu'il avait aussi une fonction très importante en ce moment à la curie. Il travaillait avec le pape François. Choisit les évêques. C'est lui qui il fait partie de ceux qui choisissent les nouveaux évêques, qui étudient les différents... C'est quand même quelque chose de très important, les différents dossiers. Et il est toujours en train de travailler avec le pape François aussi sur ces questions autour de la Méditerranée, des migrations, qui étaient très importantes pour le pape. Ces moments-là, parce que quand on va commencer à dire ce mot de papabilé, c'est-à-dire potentiel futur pape, il y a aussi les faiseurs de pape, c'est-à-dire ceux qui ne font pas campagne pour eux, mais qui vont repérer dans les jours qui viennent, dans les discussions, j'allais dire celui ou celle, parce que j'ai l'habitude de dire celui ou celle, mais non, en l'occurrence celui qui prendra la succession, pour qui ils vont vouloir faire campagne, dont ils vont se dire, tiens, lui, il peut incarner l'Église de demain. Parce que la vraie question, c'est incarner l'Église de demain. Ils sont combien de cardinaux, combien qui potentiellement peuvent être papabilés, comme on dit? Écoutez, ils sont 135 à l'heure actuelle, ils sont 109 qui ont été créés selon l'expression consacrée par le pape François. Donc il y a beaucoup d'héritiers parmi eux du pontificat du pape François. Parmi eux, on en compte peut-être, en tout cas, il faut quand même essayer d'y voir clair. Donc on ne va pas en nommer 30, même s'il peut y en avoir 30 Allez, potentiellement.
Et deux, le plus favori, ce serait l'actuel ou l'ex-bras droit du pape François, le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, Pietro Parolin. C'est un Romain, c'est un homme qui a montré des grandes capacités de gouvernance, puisqu'il a un rôle clé de secrétaire d'État. C'est un immense diplomate. Il a passé plusieurs années, notamment au Venezuela et il me semble en Afrique. Et c'est aussi quelqu'un qui est reconnu pour sa stabilité. C'est quelqu'un de moins imprévisible que le pape François. Cyprien Viette, si vous deviez en donner un. On a un petit coup de cœur pour le cardinal Chomali, le archevêque de Santiago du Chili. Alors, il est assez peu probable qu'un latino-américain succède à un latino-américain, mais ce cardinal du Chili est intéressant parce qu'il a traversé la crise des abus. Ça a été extrêmement violent. L'église chilienne a été mise par terre. Tous les évêques ont démissionné. Lui, le pape l'a maintenu en poste. Il l'a même promu à Santiago du Chili. Il est en train de faire un travail de restructuration assez puissant dans ce pays. Et par exemple, au niveau des vocations sacerdotales, ça rebondit. Et c'est un polyglotte, un francophone. C'est une personnalité assez dynamique et assez intéressante à suivre. Peut-être pas pour ce conclave-là, mais peut-être pour la suite aussi. Merci à tous les trois. On poursuit évidemment cette édition spéciale en direct de Rome. Dans un instant, je réconstitue sur cette image que l'on va à nouveau commenter tout à l'heure, l'image du cercueil du pape qui nous a donc été donné par le Vatican ce matin. La dépouille du pape qui repose à Sainte-Marthe et qui sera exposée à Saint-Pierre à partir de demain. Retrouvez votre programme